Vous écoutez Justice, épisode 5, le procès. Cet épisode contient des témoignages et descriptions explicites de faits de violences sexuelles, notamment sur des personnes mineures qui peuvent être choquantes et heurter la sensibilité. Cet épisode montre l'issue de 2 affaires de viol jugées à la cour criminelle de Caen en 2021. Le premier procès est celui de Jessica. Nous suivons ce procès par le récit de la jeune femme et de son avocate Aline Lebray. Nous n'avons pas pu enregistrer les audiences de ce procès. Le second procès est celui de Monsieur D, dans la même salle, quelques semaines plus tard. Il est accusé de viol sur son beau-fils. Nous avons pu enregistrer ce procès. On était 3 parties civiles sur le banc alors qu'on aurait dû être 5. Déjà, ça montre comme quoi, Jessica. Le parcours judiciaire est long, mais aussi il est douloureux. Parce qu'à un moment donné, on baisse les bras et on ne veut plus y repenser. J'avais déjà peur et j'étais déjà stressée, avant même que les audiences commencent. Et on y va avec maman toutes les deux, mais à reculons. Vraiment, moi je voulais pas y aller. Mais j'avais pas le choix, il fallait que ça se fasse. C'était la dernière ligne droite. Cour criminelle départementale de Caen. Procès de Monsieur D. Rapport introductif des faits. Vous confirmez que vous êtes dans le même état d'esprit par rapport aux faits qui vous sont reprochés. Jeanne Chéenne, présidente de la cour criminelle. Est-ce que vous les reconnaissez? Est-ce que vous ne reconnaissez plus? Je les reconnais. Le 11 juin 2015, 29 ans, s'est présenté à la brigade de gendarmerie dans l'Orne pour déposer plainte à l'encontre de l'ancien mari de sa mère, qu'il a accusé de viol et d'agression sexuelle commis sur sa personne durant plusieurs années. La peine maximale prévue par la loi pour les crimes est de 20 ans de réclusion criminelle. Il ne faut pas simplement dire « je suis coupable de ». Pascal Chaud, avocat général. En droit français, vous savez, l'aveu de quelqu'un ne suffit pas. Il est intéressant s'il est étayé par d'autres arguments. Déposition des victimes. Alors, monsieur, si vous voulez bien venir devant maître Gillier. Au niveau du canapé, il est arrivé, il s'est reposé et il m'a touché et il m'a demandé une fellation de ma part. Il m'a embrassé exactement aussi. Donc au bout d'un moment, j'ai réussi à partir, à me réfugier dans ma chambre et puis après par la suite, ça a été des épisodes assez répétitifs. Pour la cour, il fallait que je réexplique tout ce qui s'était passé depuis le début. Jessica. Tout du commencement, et là, surtout quand il est juste en face de nous, c'est bien gentil, mais moi j'aurais pas voulu le revoir, clairement. S'agissant des qualifications de viol, c'est-à-dire tout ce qui a entraîné des pénétrations, c'est des fellations qu'il vous obligeait à lui faire. Exactement. Est-ce qu'il a exigé aussi l'inverse? Est-ce qu'il vous a sucé votre sexe? Oui. Il l'a fait aussi. Donc ça, autrefois, on va dire, jusqu'à il y a peu de temps, c'était qualifié comme une agression sexuelle. Maintenant, quand une personne fait ça, c'est aussi considéré comme un viol. C'est jamais facile de rester concentré sur ce sujet-là, en sachant qu'on sait qu'il y a du public dans la salle et qu'on est regardé. Je sais que ça a été dur pour moi de tout redire, même si je me croyais forte, à me dire que je pourrais enfin dire ce qui s'était passé sans être émue et sans pleurer. Mais non, c'est pas possible. On a toujours cette sensation de culpabilité et de honte en soi, alors que c'est pas de notre faute en fait. Première journée éprouvante pour les parties civiles. Aline Lebray, avocate spécialiste en droit pénal au barreau de Caen. Je souhaite qu'elles ressortent avec un poids enlevé et qu'elles comprennent qu'elles ne sont responsables de rien. Je pense que cela tournera totalement différemment puisque demain, c'est une journée consacrée à l'audition des experts. Procès de Monsieur D, audition des experts. Bonjour, monsieur l'expert. Bonjour, madame la présidente.
Vous allez, monsieur l'expert, prêter serment d'apporter votre concours à la justice en votre honneur et en votre conscience. Si vous voulez bien lever la main et dire « je le jure ». Je le jure. Pendant les 3 jours, ça a été dur. Jessica. Parce que on passe d'abord par l'accusé, en représentant toute sa vie, ce qu'il a fait, entre guillemets, pour chercher le moindre détail, pour moi, pour le déculpabiliser, si je peux dire ça. Monsieur ne présente pas de trouble mental aliénant ou de déficience intellectuelle, il ne présente pas un état dangereux psychiatrique. Au moment des faits, il n'était pas atteint d'un trouble psychique de nature à altérer ou à abolir son discernement et le contrôle de ses actes. Il n'existe pas chez lui de risque prévisible de récidive. Voilà, Madame la Présidente. Merci, docteur Lorto. Est-ce qu'il y a des questions à poser à monsieur l'expert ? Vous avez indiqué qu'il n'existe pas chez lui de risque prévisible de récidive. Pascal Chaud, avocat général. Qu'est-ce qui vous permet de faire cette conclusion ? C'est quelqu'un qui peut être confronté au pulsionnel. Donc je dis qu'il n'y a pas de dangerosité habituelle, mais qu'il pourrait y avoir des situations à risque. Imaginons, l'intéressé se remet à vivre en commun avec une femme qui a déjà des enfants et notamment des garçons. Oui, c'est un peu toute la question qui reste posée. D'accord. Vous vous interrogez. Merci, docteur. Il n'y a pas de justice sans qu'on ne tienne pas compte des individus. L'individualisation de la peine, c'est quelque chose de fondamental dans une démocratie. Si c'est un individu qui a été violé lui-même dans son enfance, ce qui peut arriver souvent, qui a connu des agressions, etc., ça va permettre de le comprendre mieux. Et si on le comprend mieux, on prendra en compte certains de ces éléments, c'est évident. Moi, je veux bien être gentille, mais ça va pas excuser ce qu'il a fait. Jessica. Moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. C'est pas pour autant que j'ai été faire du mal-être aux autres enfants ou à d'autres personnes. Je ne vois pas pourquoi, lui, parce que après, il a eu des personnes qui sont décédées dans sa vie très tôt. Mais ça excuse pas ce qu'il a fait. Ça va pas le pardonner. L'audience reprend, nous pouvons nous asseoir. Procès de Monsieur D. Déposition des témoins. Bonjour madame, vous m'entendez ? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ce que vous avez su de cette affaire ? On pourra se référer on se référera ensuite aux procès-verbaux de votre audition, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous savez de tout ça ? Rien. De mon fils, rien. Simplement, le jour qu'il est venu pour m'annoncer qu'il avait été violé par mon ex-mari. Est-ce que vous pensez que ce jour-là, votre fils, quand cet entretien s'est terminé, est-ce qu'il a eu l'impression que vous l'aviez cru ? Et est-ce que effectivement vous l'avez cru ou pas ? Ou vous avez pensé que c'était n'importe quoi ? Ça ne s'est pas passé, c'est pas possible. Donc vous voulez pas croire du tout à ça en fait ? Non. Est-ce que je peux vous demander ce qui vous fait penser que monsieur il continuerait là depuis 5 ans Parce que à raconter ? S'il avait touché à mon fils, il aurait touché à ma fille. Sa belle-fille. Écoutez, heureusement que non quand même, heureusement, et ça arrive dans des affaires comme ça qu'une personne touche à un enfant et pas aux autres, heureusement. Donc vous pensez, vous êtes convaincue, madame, que tout ça, c'est pas vrai et qu'encore aujourd'hui, monsieur, il dit pas la vérité. Il est devant nous, là, il risque une très lourde peine. Il continue à dire que c'est vrai, il a fait des excuses Et vous continuez à dire que c'est pas vrai. Il va se tourner. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord pour dire à la dame ce que vous avez à dire, là, qu'elle vous voit ? Parce que c'est étonnant, cette position. Tournez votre chaise. Qu'est-ce que vous pouvez dire à... Que j'ai avoué avoir fait ça, voilà. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je te le veux alors que je regarde, c'est pas vrai. Regarde-moi et dis-moi vraiment. Il vous l'a dit, madame. Il vous l'a dit. Me regarde, moi. Il vous a regardé. Oui, j'ai fait les faits, voilà.
J'ai fait les faits, voilà, il vous l'a dit. Au début, j'ai écouté ma déposition, mais je suis ressortie aussitôt. Jessica. Parce que ça fait bizarre d'entendre une personne parler pour soi. Et surtout dans ce moment-là, quoi. Enfin, je suis sortie, j'ai laissé la parole aux gendarmes jusqu'à temps qu'il finisse sa déposition. Et moi, je suis restée dehors jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il y ait une pause. Parce que parfois, il faut prendre l'air avant. Une audience pénale pour une victime, c'est vraiment dur. Aline Lebray, avocate spécialiste en droit pénal au barreau de Caen. C'est la fin d'un long parcours pénible, traumatisant, et quel que soit le résultat d'ailleurs, ce n'est pas forcément quelque chose qui leur fera du bien. Je pense qu'il faut détromper les victimes là-dessus. J'ai donc repris mes notes rapidement à midi. J'avais déjà commencé à organiser ma plaidoirie parce que tout au long de l'audience, en réalité, je récolte les idées essentielles et puis je les organise autour d'un plan de plaidoirie assez classique, presque scolaire en 3 temps, sur le rappel de la loi, sur les faits et la personnalité de l'accusé et des victimes. J'espère n'avoir rien oublié dans mes développements, puisque c'est pas du tout un texte rédigé, mais ce ne sont que des notes. Procès de Monsieur D, plaidoirie de la partie civile. Maître Gillier, vous avez la parole pour la partie civile, monsieur. Ce que je tiens à dire, c'est ma conviction profonde que les faits rapportés par monsieur avec constance depuis le début de cette procédure ont évidemment eu lieu. Ce qui est certain, ce qui ne souffre d'aucune contestation, c'est qu'entre 2000 et 2004, les faits ont été commis. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir ce soir-là parce que je pensais à Jessica. L'avocat général, qu'est-ce qu'il va dire ? De toute façon, mon avocate m'avait bien dit qu'il ne prendrait pas plus de 10 ans ferme. Procès de Monsieur D, réquisition. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos réquisitions dans l'intérêt de la société. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour. Pascal Chaud, avocat général. Je voudrais d'abord rappeler quelques éléments qui me paraissent importants. Une note de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales qui a été publiée en décembre 2020, nous sommes très proches de notre débat d'aujourd'hui, indiquait que 95% des mises en cause étaient des hommes et que les victimes d'inceste étaient particulièrement jeunes, voire très jeunes. Aujourd'hui, vous allez devoir vous prononcer sur une affaire entre une victime et son beau-père. C'est d'autant plus dur que cet enfant, cet adolescent, il n'a eu aucun soutien, aucun. Je crois que sur ce qu'a dénoncé la partie civile, ce qu'a reconnu l'accusé, vous avez les réponses aux questions qui vous seront posées et sur lesquelles vous devrez vous prononcer. Au terme de ces réquisitions, je voudrais que la victime ait bien le sentiment aujourd'hui qu'on a pris pleinement en compte non seulement les faits qu'elle a dénoncés, mais surtout les répercussions que ça a eu et que ça aura encore sur sa vie. C'est notre rôle, nous, justice, de faire comprendre surtout à l'accusé le niveau auquel doit se situer les faits qui lui sont reprochés. J'ai donc, au terme de ces observations, l'honneur de requérir de votre cour qu'elle prononce une peine d'emprisonnement de 8 ans à l'encontre de l'intéressé. Il faut que votre décision soit à la hauteur de ces faits et qu'elle permette la levée sans doute encore partielle de ce tabou que constitue l'inceste.
on essaie d'approcher au plus de ce que doit être cette peine juste entre guillemets. Bon, puis qu'elle réponde bien à tous les impératifs de la peine. Il y a à la fois l'aspect sanction, mais il ne faut pas oublier qu'une fois purgée cette sanction, il y aura la suite. Donc il faut aussi penser à la réinsertion, à la fois personnelle, psychologique éventuelle. La peine, c'est quelque chose qui est prononcé au nom de la société et ça n'est pas une vengeance. Aline Lebray, avocate spécialiste en droit pénal au barreau de Caen. On essaie de sanctionner le comportement de l'auteur, de le punir, mais on n'essaie pas de réparer la victime et on ne le réussit pas. D'où l'importance devant une cour criminelle ou devant une cour d'assises que les débats soient riches, clairs et qu'elle puisse comprendre un certain nombre de choses. Maître Lecacheux, vous êtes en état ou vous souhaitez une petite suspension? Non, je suis en état, je vous remercie. Procès de Monsieur D. Plaidoirie de la défense. Mesdames, messieurs du tribunal, vous jugez avant tout un homme et je vous demanderai avec confiance de ne pas céder à une sorte de courant actuel qui est celui de la dénonciation de l'inceste. Monsieur, il a malgré tout eu le courage de reconnaître les faits. Il sait quelles vont être les conséquences, ou du moins, il s'imagine quelles peuvent être les conséquences. Et malgré tout, il est là devant vous, alors même qu'il a pu être tenté à de nombreuses reprises d'en finir. Il a fait une grande partie du chemin en reconnaissant les faits, mais ne lui demandons pas l'impossible non plus. Je pense que des explications, il n'est pas en capacité de les donner. Ça m'est apparu évident, j'espère que ça l'aura été pour vous aussi. On a de sa part une très grande honte par rapport aux faits qu'il a commis. Et donc je vous demande non pas la clémence, mais une peine qui soit adaptée à la situation de monsieur. Je vous indique que nous allons nous rendre maintenant donc dans la salle des délibérations. Nous ne pourrons en sortir qu'après avoir pris notre décision. Nul ne pourra y pénétrer pour quelque cause que ce soit sans mon autorisation. Procès de Monsieur D. Délibéré. Et je demande la déclaration de monsieur responsable entièrement du préjudice subi et sa condamnation à payer 45 000 €. Aline Lebray, avocate spécialiste en droit pénal au barreau de Caen. Je demande 45 000 € de dommages et intérêts. Je pourrais demander à ce qu'il soit également condamné, d'ailleurs je vais le faire, à ce qu'il soit condamné à payer les frais exposés pour la défense des parties civiles. Elles ont le droit à l'aide juridictionnelle totale, mais on peut demander une somme pour que, si on réussit à la recouvrer contre l'auteur, ce ne soit pas l'État qui paye mes frais, ma défense. Là, je vais être payée par l'État à l'aide juridictionnelle, mais si jamais, imaginons qu'il hérite de ses parents, par exemple, un jour, qu'on puisse récupérer contre lui cette somme-là, que ce ne soit pas toute la nation qui paye pour lui la défense des victimes. Et c'est vrai que, compte tenu des conditions carcérales en France, demander une peine extrêmement lourde, ça dérange l'avocat que je suis. Oui. Même si parfois elle est tout à fait légitime, je suis très contente que ce soit un magistrat qui requiert. Voilà. C'est pas un poids que moi je pourrais porter. Enfin, on verra quel est le verdict. Hein. Je sais pas comment elles vont être, comment elles vont le recevoir. Procès de Monsieur D. Jugement. La Cour ordonne la confiscation des scellés et constate l'inscription au fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles, le FIJES, pour prononcer la peine de 6 années d'emprisonnement et 4 années de suivi socio-judiciaire. La Cour a essentiellement retenu la gravité des faits multiples commis sur une très longue période, ces faits étant de ceux qui préjudicient le plus gravement à la construction psychique de l'individu. Voilà, monsieur, la motivation de cette décision. Monsieur D a été condamné par arrêt pénal à 6 ans d'emprisonnement et à 4 ans de suivi socio-judiciaire
comprenant une injonction de soins. Par arrêt civil, il a été condamné à payer 20 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à la victime et 3 500 € à l'avocat de la partie civile, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Au bout de 2 heures de délibéré, il a été annoncé à 15 ans de réclusion criminelle. Jessica. Donc au début, je regarde ma maman, je souris et je pleure en même temps. Et je dis, tu vois, il a pris 15 ans quand même. Il a enfin assumé le fait qu'il m'a fait du mal et qu'il m'a brisé. Donc, enfin, je veux dire, qu'il m'a agressé, qu'il m'a violé. Donc il l'a enfin dit, il l'a enfin assumé, en fait. C'est tout ce que je pouvais espérer pendant le procès, c'est qu'ils le disent. Ils disent oui, je l'ai fait, même si j'ai dû attendre 4 ans. Suite au procès, j'ai commencé à, entre guillemets, m'assumer en tant que victime, à en parler aux personnes qui me semblaient importantes dans ma vie. Je pense que c'est important qu'on sorte de la représentation des victimes de violences sexuelles qui sont données actuellement. La chose que je souhaite le plus au monde, c'est que personne ne ressente ce que j'ai ressenti. À ce moment-là, ce sentiment d'abandon. Je ne suis pas qu'une victime de violences sexuelles. Déjà, je ne suis pas une victime dans l'absolu, je suis victime d'actes en particulier. Enfin voilà, ces paroles-là, elles n'ont pas forcément d'importance, mais si ça peut aider une personne qui regarde, de savoir que elle n'est pas seule et que ce qu'elle ressent, c'est normal. On peut aller très très mal à des moments, et j'ai été très très mal à des moments, et aussi aller bien derrière, quoi. On n'est pas condamné à aller mal et à ramper jusqu'à la fin des temps. L'agresseur de Jessica n'a pas fait appel de sa condamnation. Anna a reçu un courrier lui notifiant le classement sans suite de sa plainte pour viol. Elliot a pris contact avec un collectif pour entamer un processus de justice transformatrice avec une des personnes qui l'a violée. Vous venez d'écouter Justice. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice est un podcast coproduit par Initial Studio et Melocoton Film, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, coproduite par Melocoton Film et France Télévisions. Cet épisode a été écrit par Marion Guégan et Marie Chartron et réalisé par Marion Guégan. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.